Dernière keynote de la journée, Ramin Farangui. Ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose pour l'instant, mais dans 20 minutes, ça va changer. Donc Ramin est l'un des fondateurs, enfin plutôt l'un des fondateurs d'école, parce qu'il en a créé une lui-même. Pour celles et ceux qui ont eu la chance d'être dans l'espace prospective à l'instant, on a parlé de la formation des talents de demain. On avait David Lerebourg qui a créé l'école démocratique de Paris. Et Ramin en a créé une autre qui s'appelle l'école dynamique. Et il va le dire mieux que moi, mais je voulais vraiment que vous l'accueilliez sous un tonnerre d'applaudissements parce que c'est vraiment un nouveau concept. Ce n'est pas une école alternative, c'est effectivement une alternative à l'école. Et alors je vais parler de manière très très perso, puisque moi j'ai 2 enfants. Il y en a un qui vient de rentrer au CP, l'autre qui vient de rentrer en 6e. Et il y a une école démocratique qui est filleule de l'école de Ramin, qui vient d'ouvrir hier à Strasbourg. Et pour moi, le plus compliqué, ce n'est pas de convaincre mes enfants, évidemment, c'est de convaincre ma chère et tendre. Et donc, vous allez voir que, voilà, on peut casser les codes dès le plus jeune âge. Ramin, c'est à toi. Bonsoir tout le monde. Bon, 20 minutes, je sens qu'on va s'amuser. C'est un sujet qui est hyper déroutant et j'adore voir les réactions en face de moi quand je parle de cette école. Parce que c'est quelque chose dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Et si c'est le cas, parfois ça décoiffe pas mal. Qui a vu mon TED Talk? Pourquoi j'ai créé une école où les enfants font ce qu'ils veulent? Une seule personne, c'est normal, elle a inscrit son fils à l'école dynamique. Donc en fait, personne ne connaît ce dont je vais te parler. Waouh, ça va être trop cool. Je suis enthousiaste. Alors, l'école dynamique, c'est une école où les enfants font ce qu'ils veulent, toute la journée. Du matin au soir, quand ils entrent dans l'école, jusqu'au moment où ils en sortent, ils sont complètement libres de choisir ce qu'ils font de leur journée. Et imaginez un groupe d'enfants de tous les âges, de 4 à peu près 18 ans, qui sont dans un même espace et où on leur dit quartier libre, vous faites ce que vous voulez de votre journée. Vous imaginez qu'ils font quoi? Ils jouent? Oui, ils jouent. Si on n'interrompt pas un enfant dans le cours naturel de sa vie, il joue. Jouer qui est, selon en tout cas notre parti pris, qui est en fait la plus haute, la manière la plus élevée, la plus sophistiquée, la plus accomplie en fait d'apprendre dans la vie. Parce que c'est en jouant qu'on se trouve dans ce qu'on appelle la zone proximale de développement, ça veut dire à l'intersection idéale entre le challenge et la prochaine étape dans sa progression. Et donc effectivement, on leur permet de jouer autant qu'ils veulent et on est convaincu que c'est en jouant qu'ils apprendront toutes les compétences de leur vie et que même ils resteront en fait toute leur vie dans un état de jeu permanent où ils sauront jouer avec les contraintes de leur environnement et être un adulte efficace plus tard. Donc c'est une école pour nous qui est éducative par excellence, c'est-à-dire celle où on pense que les conditions, le terreau suffisant est réuni pour que les enfants puissent grandir de manière à être des adultes efficaces demain. Alors, 1 ou 2 mots sur mon parcours de comment j'ai pu arriver à une telle conclusion qui a l'air de relever de l'extraterrestre paranormal, mais qui est pourtant tout à fait réel depuis des dizaines d'années, dans d'autres écoles desquelles je me suis inspiré, et notamment une dont je vais parler un petit peu plus. Mais mon parcours tout à fait classique, un amoureux de l'école depuis que j'étais enfant, enfin un des rares en fait, qui aimait aller à l'école, qui a beaucoup aimé son prof de CM1 et qui rêvait d'œuvrer dans l'éducation plus tard. J'étais très bon élève, j'ai logiquement fait ce qui faisait plaisir à tout le monde, qui est d'aller à l'école centrale Paris et à l'université de Cornell, et j'étais au Boston Consulting Group consultant pendant 3 ans, jusqu'à ce que je me dise, ok, donc ma vie consiste en gros à aider des multinationales à gagner toujours plus d'argent, à aider des partenaires déjà millionnaires à gagner toujours plus de millions. Est-ce que je veux continuer à faire ça? Non, on va s'arrêter. Donc j'avais 26 ans à ce moment-là, et j'ai préféré faire ma crise et anticiper le burn-out à ce moment-là. Et voilà, 26 ans, ça me semblait être une belle anticipation. Et là, je me redirige vers mon rêve d'enfant qui est de travailler dans l'éducation. Je passe par une bonne d'année sabbatique où j'ai connu les joies de la reconversion radicale d'un chemin vers une bifurcation très éloignée.
En tant que prof de maths et de physique, je me suis rendu compte de cette réalité qui est que tout le monde s'emmerde. Les profs viennent à l'école, les enfants viennent à l'école, mais personne n'a envie d'être là. Voilà, on est tous malheureux, super, les conditions pour apprendre sont réunies. C'est bien sûr sarcastique. Et du coup, je commence à chercher des voies, je m'intéresse, voilà, je vois beaucoup de choses, je lis beaucoup de choses, et je finis par tomber sur ces écoles qui ont complètement reconceptualisé. Ils ont fait vraiment le design thinking par excellence. Ok, on fait table rase de tout. Essayons de penser aux besoins de l'utilisateur, finalement, de quoi est-ce qu'il a besoin, l'enfant, pour devenir un adulte compétent et efficace dans ce monde et pouvoir intégrer la société et être quelqu'un de compétent. Et il y a un groupe de pionniers aux États-Unis, proche de Boston, à Framingham, dans le Massachusetts, des anciens professeurs de Columbia en sciences physiques et en biochimie, qui sont posés énormément de questions, qui ont beaucoup philosophé pendant des années pour se dire c'est quoi l'école idéale vraiment qu'on imagine. Et ils se sont dit que en fait, cette école devrait partir d'un principe extrêmement simple auquel Tolstoï avait pensé en 1860 et quelques, qui est que en fait, les conditions pour l'apprentissage optimal ne peuvent être réunies que si l'enfant est pleinement motivé. Et il est pleinement motivé quand il a choisi l'engagement qu'il prend, et il a vraiment choisi ce qu'il est en train d'apprendre, et en fait, il prend en main son éducation lui-même. Et ce principe assez simple, qui est que l'enfant en fait, est supposé être libre pour épanouir son propre talent unique, pour s'accomplir soi-même et voilà, épanouir sa personnalité, en fait, même si ça a l'air très simple comme ça a des ramifications non seulement extrêmement complexes dans la réalité de comment est-ce que ça s'agence au quotidien, mais en plus, c'est tellement à contre-courant que Tolstoï n'imaginait même pas que dans 100 ans, une telle école puisse voir le jour et que des parents décident d'y inscrire leurs enfants. Et pourtant, ce groupe d'anciens profs a réussi à mettre ça en place à Framingham, et ils ont eu plus de 100 inscrits dans leur école, donc ils ont pu vivre une expérience sur les 50 dernières années, qui maintenant, du coup, a suffisamment de recul pour qu'on puisse voir une telle école et voir ce que ça donne, et du coup, se débarrasser d'énormément de peurs qu'on pourrait avoir. Mais mince, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Est-ce qu'ils vont avoir leur bac? Est-ce qu'ils vont arriver à intégrer la société? Est-ce qu'ils vont pas être finalement exclus du fait qu'ils ne seront pas arrivés à s'adapter à la complexité du monde tel qu'on le connaît aujourd'hui? Et les résultats ont démontré qu'au contraire, et malgré le fait qu'ils n'avaient aucune attente particulière, les enfants auraient pu, devenir tous fermiers ou devenir tous quelque chose qui n'est pas considéré comme glorieux aujourd'hui. Et pourtant, ces anciens de cette école œuvrent dans la plus large diversité de métiers et d'organisations qu'on puisse imaginer. Il y a des profs de maths, il y a des scientifiques, mais aussi des musiciens, des artistes, enfin il y a de tout. Et en général, ils sont extrêmement satisfaits de leur vie, et quand ils font le bilan de leur vie et de à quoi leur éducation leur a servi, finalement, ils ne cessent d'évoquer des métacompétences de responsabilité de soi, de confiance en soi, de choses qu'ils ont acquises, qui sont plutôt du domaine du subtil et qui sont difficilement quantifiables et mesurables et tout ça. Mais le fait d'avoir été aux commandes de leur propre vie et aux commandes de leur propre éducation, et que tout ce qu'ils vivaient était une création qui émanait de eux-mêmes, et qu'on leur a jamais tracé un parcours en leur disant voilà, si tu fais tout ce que je te dis, en gros tout se passera bien pour toi. Le fait qu'ils étaient complètement responsables les a mis dans cette posture à vie en fait. Et c'est principalement ça ce pourquoi ils sont reconnaissants, et ce pourquoi ils se disent qu'ils vivent une vie satisfaisante, c'est principalement cette posture de responsabilité face à tout ce qui leur arrive dans leur vie, que tout émane finalement de leur propre personne et de leur création. Et c'est ça qui est extrêmement puissant dans ce modèle d'école. Et un angle par lequel j'avais envie de discuter de cette école, c'est en vous invitant à réfléchir à votre expérience personnelle en ce moment, en fait, dans votre vie, ce que vous vivez au travail, par rapport à un concept qui me tient beaucoup à cœur, qui est le concept du flow, donc qu'on pourrait traduire par fluidité, qui a été étudié pendant plus de 20 ans par un chercheur en psychologie hongrois qui s'appelle Mihaly Csikszentmihalyi. Donc je vous conseille son ouvrage Flow, qui a été traduit par Vivre en français. Et le concept du flow est en fait un état dans lequel on se trouve,
qui est un peu ce que je décrivais avant, qui est l'intersection optimale entre la prochaine étape de mon développement personnel et ce que je suis capable de faire, voilà, où j'ai la compétence pour accéder à ça, qu'on appelle zone proximale de développement. Et il est allé questionner des personnes un peu partout dans le monde qui se considèrent comme étant extrêmement heureuses. Du petit fermier japonais jusqu'à la championne de patinage artistique, voilà, une grande diversité de personnes, et essayer de voir s'il y avait des similarités sémantiques entre ce qu'ils racontaient de leur vie. Et finalement, ils racontaient tous des choses assez similaires, et qu'il a synthétisé par le mot de flow, qui est que, en fait, quand ils sont engagés dans leur quotidien, et vraiment dans leur quotidien banal et leur activité qu'ils ont choisie pour eux-mêmes, ils sentent déjà la perte de notion du temps. Soit le temps est en hyperaccélération, soit il est distendu et tout a l'air plus long. Ils se sentent dans un sentiment de profond bien-être et qu'ils sont engagés dans l'activité pour l'intérêt de l'activité elle-même sans avoir une ambition particulière de pouvoir, de statut ou d'argent, et qu'ils sont vraiment du coup engagés ce qu'ils font par intérêt personnel, et qu'il n'y a plus de notion d'ego et cette perte de notion de temps que j'ai déjà mentionnée. Et le fait d'être pleinement engagé dans son activité, je pense que c'est quelque chose d'assez rare aujourd'hui. Il y a même une statistique qui vient d'être mentionnée dans un autre atelier, qui est que 85% des salariés se sentiraient plutôt désengagés de leur métier. Je trouve que ça fait assez peur quand on entend ça. Et je voulais en fait vous inviter à questionner, est-ce que en fait, dans ce que vous vivez au quotidien, est-ce que vous vous sentez dans cette dynamique? Est-ce que vous êtes dans le flow? Et je pense que le flow et être dans cet état-là ressemble de très près au jeu libre des enfants, finalement. Quand les enfants sont en train de jouer, ils sont clairement là-dedans. Ils sont en train de relever des défis et des challenges. Ils sont pleinement engagés et hyper attentifs sur ce qu'ils sont en train de faire. Il n'y a aucune notion de « je dois gagner parce que sinon il y aura des conséquences ». Enfin non, ils prennent plaisir à faire ce qu'ils font. Et je pense que c'est dommage, si vous y êtes dans cet état, d'avoir perdu ce côté de jouer avec les contraintes environnantes et d'avoir cette posture face à la vie, et que finalement c'est devenu voilà, la vie c'est comme ça, c'est dur, il y a un crédit à payer, tout ça, enfin c'est bon. Et puis je dois expliquer à mes enfants aussi que finalement il faut qu'ils aillent à l'école et qu'il faut qu'ils fassent toutes les étapes et tout ça, parce que c'est comme ça, on peut pas faire mieux. Mais j'ai envie de dire, peut-être qu'on pourrait être un peu plus exigeant, en fait. Peut-être qu'on pourrait se dire que la vie pourrait être, en fait, une bonne partie de plaisir du début jusqu'à la fin, non? Je sais pas. Moi, en tout cas, j'aime bien la voir comme ça. M'amuser toute la vie. Jouer toute la vie. Pourquoi pas? Ça vous parle pas? Vous aimeriez pas, en fait, éprouver ce plaisir que vous aviez quand vous étiez enfant de jouer, et que même quel que soit ce que vous faites dans votre vie, dans votre métier, que vous vraiment vous appréciez à fond ce que vous êtes en train de faire, quoi. Vous vous levez les matins et vous êtes là, ouais, je vais faire ça aujourd'hui, mais c'est trop bien, je suis trop content, quoi. Je vais retrouver les copains et puis on va œuvrer ensemble, on va créer des choses. Et moi, c'est ce que je vis au quotidien, en fait. Donc sans vouloir me la jouer ou quoi, mais c'est ce que j'ai choisi de faire de ma vie, en fait. J'ai choisi de kiffer ma vie, mais totalement, quoi, de vraiment ne faire que exactement ce que j'aime et pas autre chose, et d'être libre à ce point, en fait. Et le fait que quelqu'un vienne dire c'est pas possible, c'est une idée de fou, c'est trop idéaliste, c'est trop naïf et tout ça, mais pourquoi, en fait on peut le créer? Je veux dire, il y a des exemples qui ne cessent de multiplier, de gens qui sortent du cadre imposé qui vient de je ne sais où, et de la révolution industrielle, quoi, et qui décident non, en fait ça peut être autrement, quoi. Je peux en fait créer une communauté, un cadre, un environnement, qui casse les codes, et où en fait les gens s'amusent et prennent plaisir à ce qu'ils font, et où ils sont vraiment engagés dans ce qu'ils font. En fait, ça a du sens pour eux et ils aiment être là-dedans. Et pour vous dire ce que je fais aujourd'hui, donc j'ai cofondé cette école qui s'appelle l'École Dynamique en 2015. Et en 2017, avec les copains de l'École Dynamique, donc on s'éclatait dans ce qu'on faisait, et moi j'étais prêt à m'engager là-dedans, en fait, à vie, et voilà. Et c'est vraiment passionnant. Enfin, pour moi, ça a été un catalyseur de développement personnel aussi que d'être dans cette école. Comme quoi, c'est pas du tout un truc que pour les enfants, mais n'importe quel adulte, il trouverait clairement son compte en termes de développement personnel, de vivre même ne serait-ce qu'une année dans ce... Oula, c'est trop choquant ce que je suis en train de dire, je pense. Voilà, en tout cas, pour moi, ça a été vraiment un catalyseur. Et en fait, au bout de 2 ans, on s'est dit, ouais, il y a quand même un truc...
sur lesquels on aimerait aller plus loin sur ce concept d'école, c'est que, mine de rien, ça commence à 9 h et ça finit à 17 h, et c'est des parents qui déposent leurs enfants chez nous pour ensuite aller retrouver le travail qu'ils font au quotidien, et ils ont besoin d'une structure où leurs enfants sont. Et finalement, les enfants ne sont pas pleinement inclus en fait, dans la société. Et il y a encore besoin en fait, d'une structure où ils sont accueillis, parce qu'on sait quelque part pas quoi en faire, quoi. Ils sont là et puis le monde a besoin de tourner, et il ne peut pas tourner avec des enfants qui sont là partout en train de mettre la pagaille. Donc on les parque quelque part et voilà. Et en fait, malgré le fait qu'ils vivent une expérience vraiment géniale dans cette école, et on les voit se transformer, enfin, c'est juste hallucinant. Même en 1 an ou 2, vous voyez des enfants grandir, c'est assez phénoménal. Des enfants en plus pour une majorité qui a été brisée par le système et qui n'en pouvait plus, et qui arrivent chez nous, et cette bouffée d'air frais, et ils découvrent énormément de choses, et ils commencent à trouver un chemin d'accomplissement personnel qui est assez impressionnant. Et nous, ce qu'on a voulu, c'est de créer un collectif encore plus global qui mêle le concept de permaculture, dans tous les sens du terme, pas que pour l'agriculture paysanne, mais aussi dans le sens de permettre à la vie de foisonner en lui offrant le meilleur terreau pour son développement. Et ce concept d'éducation qui vient de Sudbury Valley School, qu'on a adoré pour tout ce qui est système de gouvernance démocratique et de comment vivre ensemble dans la liberté et l'égalité. Et en mêlant ces deux concepts, avec les copains, on est allé créer un collectif en Ariège, donc village-dynamique.fr. Et ça, c'est finalement, je pense que ça y est, je suis arrivé à l'étape où j'ai trouvé quelque chose qui me correspond complètement. Et où, là, je suis un peu en train de faire le bilan de mon expérience à l'école dynamique, et où je vais vers une vie plus, une logique de vivre avec le rythme de la campagne et la vie paysanne et tout ça. Notamment inspiré d'un livre génial que je suis en train de lire qui s'appelle Permaculture de Charles et Perrine Hervé Gruyère, qui ont développé la ferme du Bec et Loin. Et donc j'ai un peu envie de suivre leurs traces et faire quelque chose de similaire. Donc voilà où j'en suis. Voilà, j'ai pas mal parlé. En fait, ça m'intéresserait aussi d'avoir une ou deux réactions pour rebondir et pour voir ce qui vous interpelle par rapport à ce que je vous ai raconté, par rapport à cette approche éducative. Est-ce que c'est proche de Montessori? Non, je dirais que c'est même une alternative assez radicale à tout ce qu'on peut connaître. Je vais essayer d'expliquer en 2 mots. En fait, Montessori, donc au début du XXe, s'est rendu compte que pour certains profils d'enfants, clairement le système scolaire classique n'était pas du tout adapté et qu'il fallait trouver autre chose pour eux. Et en les observant, donc c'était principalement des orphelins, certains avec des troubles et des handicaps assez lourds. En fait, elle s'est attachée à les observer dans ce qu'ils faisaient naturellement, dans leurs jeux, dans leurs interactions naturelles. Et elle s'est dit, je vais façonner des outils et des méthodes pédagogiques pour les accompagner dans les apprentissages de la lecture, l'écriture et les maths, mais en essayant de m'inspirer au maximum de ce qu'ils font déjà. Donc, brillante idée, et je trouve que c'est assez génial. Et du coup, il y a toute une méthodologie qui s'est développée et une pédagogie donc qui est centrée sur les besoins individuels de l'enfant et qui s'adapte à chaque enfant. Donc c'est de la pédagogie hyper différenciée, et quand c'est bien manié, c'est tout à fait génial et efficace pour enseigner des compétences de base aux enfants. Sauf que nous, on n'a pas cette préoccupation de la pédagogie. Et en fait, quand on pense à l'éducation, il y a 2 concepts qu'on a tendance à mêler et qui sont en fait complètement distincts, qui sont ce qu'on peut appeler l'éducation et la pédagogie. Et l'école dynamique ne s'intéresse pas du tout à la pédagogie, en fait. Pour nous, la pédagogie hyper traditionnelle, en mode 19e siècle, où il y a un cours magistral, à la limite, elle est aussi valable que Montessori. Je veux dire, ça dépend de chaque enfant, finalement. Il y en a qui sont adaptés plutôt à quelque chose de très scolaire, et d'autres qui préfèrent du Montessori, et d'autres qui préfèrent rien, en fait, qui juste se débrouillent tout seul et arrivent à apprendre même à lire tout seul. Moi, d'ailleurs, c'était mon cas. J'ai appris à lire tout seul à 4 ans, personne ne m'a aidé. J'ai juste déchiffré le truc, voilà. Et il y en a d'autres qui arrivent, et par contre, d'autres pour qui le cerveau n'est pas du tout adapté à ça, et qui apprennent plutôt à 10 ans. Et c'est tout aussi bien, hein. À la fin, tout le monde sait lire pareil, il n'y a pas de problème. C'est la volonté de vouloir toujours enseigner plutôt des compétences telles que celles qu'on enseigne avec la pédagogie Montessori. Je pense que c'est ça le danger, parce qu'on met une certaine pression et on met une certaine hiérarchie sur les savoirs que tu es censé avoir dans la vie à un certain moment, alors qu'il n'y a pas de meilleur moment. Et donc nous, on n'est pas attaché à la pédagogie, ça c'est l'affaire de chacun. Nous, on est attaché à l'éducation, qui a un sens très global pour... Nous, l'éducation, c'est tout ce qui permet à un enfant de grandir et de devenir un adulte compétent dans ce monde. Et de notre point de vue, rien de mieux qu'il soit inclus au maximum dans ce monde, qu'on ne crée pas pour lui
un espace normé, codifié selon un certain parcours, mais juste de le laisser interagir en fait librement avec le monde. Et en constatant tout simplement que l'école telle qu'elle existe et la pédagogie avec autant d'insistance pour que tout le monde reçoive une instruction, ça existe depuis assez peu de temps finalement, ça existe depuis à peu près 200 ans, depuis la révolution industrielle où on avait besoin d'instruire une masse de personnes. Et qu'avant ça, en fait, comment apprenaient les enfants, c'était par un processus éducatif qui était plutôt dans la communauté, avec la famille, et ils apprenaient un tas de compétences dont ils avaient besoin pour être des adultes effectifs. Et on peut considérer que c'était tous des ignorants et que personne ne savait lire et tout ça, ce qui était effectivement le cas, enfin c'était tous des analphabètes, mais ils savaient vivre dans ce monde. Et donc le processus éducatif, qui est un processus dont on est tous capables de s'approprier, et voilà, enfin il est inné en fait depuis la nuit des temps, je veux dire Homo sapiens, depuis la nuit des temps, en fait, c'est s'éduquer tout seul et s'adapter. Et il a en lui les outils de curiosité, de savoir apprendre de son environnement, et on n'a pas besoin de lui inculquer. Si on a besoin de lui inculquer des choses, c'est parce que des adultes pensent à un certain moment que les enfants devraient acquérir certaines choses pour transmettre une certaine culture. Et ça, c'est une idée qui date des Grecs à l'époque où il y avait une école de Socrate, Platon et Aristote, et c'est comme ça que l'école a commencé, en tout cas dans le monde occidental. Et après, voilà, dont on a conservé une certaine tradition, mais c'est en aucun cas pour permettre à des enfants de devenir des adultes efficaces, c'est pour transmettre certains codes culturels qu'on a développés avec le temps, donc qui n'est pas en fait essentiel en soi, quoi. Ce qui est essentiel, c'est pas l'instruction, c'est l'éducation. Et nous, on pense offrir un terreau qui suffit à l'éducation des enfants, qui est de leur permettre de s'accomplir dans ce qu'ils aiment faire, en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions comme... Ouais. Fort. Et je vais la répéter. Hein. Dans beaucoup de courants psychologiques, on dit que l'enfant a besoin d'un cadre parce que c'est rassurant pour l'enfant et notamment pour les très jeunes enfants. Comment vous mettez ça en œuvre en fait dans votre école? Ou pour les parents? Alors, rassurant pour les parents. Effectivement, en psychologie, on parle du fait qu'il y a besoin de cadre. Alors, on est hyper attaché d'ailleurs à la notion de cadre, et tu fais bien de poser la question du coup, et à la notion de contrainte aussi. En fait, la vie et le monde en général est plein de contraintes. Là, l'autre est une contrainte. L'autre a un fonctionnement différent du mien. J'entre en contact avec l'autre, j'ai une interaction avec. C'est une expérience qui est truffée de contraintes en fait, parce que je dois m'adapter, je dois essayer de comprendre, voilà, je dois essayer de me faire comprendre. Donc, rien que cet exercice-là est plein de contraintes. Et du coup, quelque part, le parti pris, c'est qu'on n'a pas besoin d'en ajouter des artificiels qui en fait, finalement, surcontraignent l'environnement de l'enfant et qui même masquent ce qu'est le monde réel, en fait, et le monde auquel il est censé réellement s'adapter. Donc il y a ça d'une partie, qu'il y a un cadre déjà qui s'autogénère en permanence du fait de la confrontation au monde, qui est un cadre en soi. Après, il y a la notion de cadre de sécurité, qui lui, on doit le créer artificiellement, en fait. Il y a un cadre de sécurité psychologique, sociale, physique, qui ne va pas de soi, en fait. Et c'est là qu'entre en jeu la démocratie. Et pourquoi est-ce qu'on a inventé des systèmes démocratiques même au niveau de la nation? C'est parce qu'on a besoin fondamentalement de sécurité. On a besoin de savoir qu'il y a telle limite à tel endroit qu'on ne doit pas franchir. Et si on la franchit, on nous rappelle à l'ordre que, attends, il y a une fiction commune qu'on s'est créée là tous ensemble, qu'on a besoin de cette limite pour vivre en paix les uns avec les autres. Et ça, les enfants de notre école l'apprennent en le vivant au quotidien et en plus en pratiquant les outils de la démocratie. Donc une fois par semaine, on a un conseil d'école où on décide des règles dont on a besoin pour vivre ensemble sans se déranger les uns les autres et pour que chacun puisse être réellement libre. Et on est en permanence en train de débattre, en train de questionner chaque limite, et même jusqu'à comment est-ce que devrait être organisé le ménage de l'école pour que ce soit, parce qu'il y en a qui ont un besoin d'ordre, d'autres qui l'ont moins, mais comment est-ce qu'on crée le compromis qui est un peu le compromis idéal. Quelles sont les limites du respect? C'est super subjectif la notion de respect, et on a tous besoin d'être respectés, mais qu'est-ce que le respect veut dire pour toi? Comment est-ce qu'on peut créer une définition commune du respect qui fait qu'on sait quand on dépasse la limite? Et après, ce qui est super intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe au moment où une limite est dépassée. Et donc c'est là que nos démocraties modernes ont inventé des systèmes judiciaires et tout ça, dont Sudbury Valley s'est inspiré et que nous, on applique aussi. Et comment est-ce qu'on arrive à être le plus équitable, le plus impartial, le plus juste dans l'exercice de la justice? C'est un exercice permanent de tous les jours où on analyse ce qui s'est passé, les faits, dont on fait une description,
Ensuite, est-ce qu'on considère que c'était vraiment hors limite ou pas selon la culture qu'on a envie d'instaurer dans ce collectif? Et ensuite, quelle est la sanction la plus juste, la plus adaptée à ce qui s'est passé, qui protège vraiment le cadre et qui n'est ni accablante, ni jugeante, ni moralisante, ni condescendante pour qui que ce soit dans ce collectif? Donc l'exercice du vivre ensemble par le questionnement du cadre et par l'application du cadre au quotidien, je dirais que c'est même s'il y avait un cours qu'on pourrait nommer dans cette école, en fait c'est le seul vraiment qui existe, qui est vraiment organisé, c'est celui d'apprendre à vivre avec les autres. Et en fait, c'est pas un cours qu'on organise artificiellement pour que les enfants l'apprennent parce que c'est un savoir important pour eux. C'est pas pour leur bien qu'on fait ça, mais simplement pour que cette communauté puisse tenir debout et où tout le monde peut peut se sentir suffisamment en sécurité sociale, psychologique et physique pour aller, je dirais, à l'étape ultime de la pyramide de Maslow, qui est la réalisation de soi, quoi. Et je suis assez convaincu que le cadre qu'on a créé, justement, est ce qu'il y a de plus favorable à ça. En fait, les contraintes qu'on n'impose pas, c'est des contraintes qu'on retrouve à fond dans l'école, qui est de cadrer en fait la vie heure par heure d'un enfant. Et ça, en fait, on voit pas où est le besoin pour ça, ni l'efficacité, en fait. Et je pense qu'avec le recul qu'on a sur l'école aujourd'hui, on peut... Enfin, je pense que le doute maintenant est largement répandu que cette méthode ait une quelconque efficacité, en fait, pour que les enfants développent les compétences dont ils ont besoin pour le monde réel d'aujourd'hui, quoi. Voilà. Je suis un peu long. Non, c'est passionnant. Ouais. Moi, je vais juste rajouter un truc. Je vais faire du Ramin Farangui, puisque moi, j'ai vu tes TED et j'ai tout vu, et j'ai tout lu. Est-ce que vous ne trouvez pas ça paradoxal, hallucinant, totalement artificiel, de mettre vos enfants par classe d'âge dans une même classe, en rang, avec un prof qui sait tout, et ils doivent lever. Moi, mes enfants, j'en ai parlé, ils ont commencé à rigoler, et un soir, on s'est amusé à la maison, et à chaque fois qu'ils avaient quelque chose à dire, ils faisaient sans parler. J'ai dit, bah, arrête, déconne. Bon, ok, vas-y, Victor. Papa, est-ce que je peux aller faire pipi? Oui, vas-y, fais pipi. C'est ça l'école. Est-ce que ça, vous y êtes confrontés dans vos entreprises, dans vos organisations? Est-ce qu'à un moment donné, il faut que vous leviez le doigt sans parler et qu'on vous donne la parole pour la prendre et qu'on vous autorise à aller aux toilettes? Moi, mon petit, il a 6 ans, il n'a pas le droit d'aller faire pipi, il n'a pas le droit de boire pendant un cours. Est-ce que ça, c'est logique? Moi, dans notre entreprise, je leur ai dit, je leur ai donné un exemple tout bête. Claire, qui est stagiaire chez nous, la Chief Happiness Officer de l'équipe, elle a 25 ans. Hugues et Benoît, qui sont freelance, encore une fois pour vous donner l'idée qu'on n'est pas tous en CDI, voilà, ils ont 50 ans. Je leur ai dit, mais est-ce que papa, il travaille qu'avec des gens qui ont 42 ans? Ben non. Donc pourquoi vos enfants évoluent dans un schéma ahurissant, quelque part, qui ne ressemble à aucun autre? Alors après, il y a des gens qui vont dire « Ah oui, mais il faut les obliger tôt. » Alors je me suis approprié le discours de Ramin, je suis désolé, mais je fais juste 2 minutes encore. Aux contraintes de la vie. Mais putain, ils sont jeunes, qui profitent de la vie et qui choisissent comment elle va être pour eux. Elle va déjà peut-être être suffisamment chiante ou pas, et moi aussi je suis dans le flow, donc je comprends tout à fait ce que tu dis. Pourquoi il faut absolument qu'ils en chient pendant des années avec des profs? Ils en ont rien à secouer. Moi, Arthur, mon petit, encore 6 ans, cette année, on lui a dit, bon, ce serait bien, on en discutait avec Steph pendant les vacances, qu'il se mette à nager. Et un jour, on en rigolait, et puis son cousin, qui a 1 an de plus, on a commencé à lui montrer comment il fallait nager, tout ça. Arthur, il avait sa bouée trouée, et un jour, il s'est lancé, complètement troué la bouée. Alors, il l'a gardée parce qu'il avait l'impression qu'il était en sécurité avec sa bouée. La bouée, elle avait de l'eau à la fin, et il a fait, je sais pas, 66 longueurs de la piscine. Personne lui a montré le geste, et personne lui a dit comment on nageait. Alors, et là, je termine avec une dernière paraphrase de Ramin. Ou de l'école démocratique de manière générale, vos enfants, quand ils ont commencé à marcher, est-ce que vous leur avez donné un prof pour qu'ils marchent? Est-ce que vous leur avez donné des cours pour qu'ils parlent? Ben voilà. Pourquoi leur donner des cours pour qu'ils lisent ou qu'ils apprennent à écrire? Pourquoi à 6 ans et pas à 10 ans? Moi, j'ai parlé personnellement, et vous voyez à quel point je me suis rattrapé depuis, j'ai parlé à 5 ans. J'ai pas lâché un mot jusqu'à 5 ans. Einstein aussi, apparemment. Super, merci pour la... Et aujourd'hui, je suis une pipelette ahurissante. Bon, et j'adore ça. Voilà. Donc, comme quoi, prenez des décisions, comme je disais ce matin, arrêtez de faire des choix mièvres, prenez des décisions dans votre vie, et la vie de vos enfants est aussi importante que la vôtre. Faites les bonnes décisions, et pas les bons choix, les bonnes décisions. Merci, et on continue en bas. Merci Ramin.